Comme de coutume, l'arrivée du printemps sonne l'heure de la reprise des différents championnats automobiles. Parmi les plus précoces, le V2V avait donné rendez-vous à ses troupes en Espagne et plus précisément sur le circuit de Catalunya situé au nord de Barcelone. Une piste F1 longue de 4 km 655, composée de longues lignes droites entrecoupées de virages variés où, à cette saison, le beau temps est quasiment garanti. La destination rêvée en quelque sorte. Printemps rime avec renouveau. Pour son 21e anniversaire, la série V2V ne fait pas exception à la règle, comme en témoigne Eric Van de Viver, l'organisateur. Alors la première nouveauté, c'est le nom qui a changé, parce qu'avant c'était V2V, la série V2V, et maintenant c'est V2V Endurance Série. Alors pourquoi Endurance Série? J'ai toujours fait de l'endurance. J'ai voulu me démarquer tout de même des autres et expliquer que la vraie endurance c'était chez V2V qu'on la faisait, parce que nous on fait des courses de 6 heures et des courses de 12 heures et certainement l'année prochaine, en 2014, une course de 24 heures. La grosse différence aussi, c'est que avant on était simplement FFSA, c'est-à-dire une série nationale, et on est passé FIA, donc série européenne, avec possibilité d'aller sur tous les circuits à l'étranger, donc une autre dimension. Et je pense que c'est important pour tous les participants. Autre chose? Un partenaire titre, Michelin. Michelin, c'est la marque numéro 1 du pneu de compétition et du pneu en général. C'est une grande marque française et je suis très fier d'être avec eux. Une satisfaction et un engagement partagé avec le manufacturier. Bien sûr, on est présent au championnat du monde, on apprend des choses à travers tous les circuits du monde entier, mais c'est aussi extrêmement important d'être présent ici, sur ces différents circuits, pour comprendre les besoins du client amateur. Il a besoin d'avoir confiance, il a besoin donc, je dirais, d'une grande sécurité, bien sûr de performance parce que tout le monde se bat pour être le premier, et puis aussi d'une longévité. Donc en fait, ce qu'on apprend en étant présent sur les courses comme ça, c'est tout à fait complémentaire par rapport à ce qu'on apprend aux championnats du monde, et ce mélange des savoirs nous fait en fait avoir une base de données qui est très utile pour le pneu de tous les jours. On va parler maintenant des chiffres, question logistique, parce que là, pour le lancement de la saison, et encore, il n'y a pas tous les plateaux, on a quelque chose, je crois, comme 150 voitures. Donc si on multiplie par 4, ça fait déjà 600 pneus. Et en plus, ils en consomment plusieurs par week-end. Donc ça représente combien de personnes, combien d'enveloppes amenées, combien de changements de pneus? Vous avez une idée déjà? Oui, c'est une opération qui est très importante. Ce week-end, nous sommes présents avec 5 camions, 2000 pneus et plus de 15 techniciens qui vont monter, équilibrer les pneus. On a aussi un technicien qui est très près des écuries pour pouvoir donner des conseils, puisque en fait chez Michelin, ce qu'on délivre, c'est de la performance, bien sûr à travers notre pneumatique, mais aussi notre conseil. Et c'est en fait l'union de ces deux choses qui font qu'on utilise le mieux possible le pneumatique, et que ce triangle pilote, voiture, pneu donne la meilleure performance possible. Le décor est planté, alors on commence tout de suite par le premier des 4 plateaux présents en Catalogne, le GT Tourisme, pour une course d'endurance de 6 heures. Le fait d'être désormais placé sous l'égide de la FIA a permis l'arrivée massive de GT3, sans oublier les fidèles Mossler, les Tourismes et la Ferrari F458, GT2 du trio Pani, Perrier, Bouvet. Côté pilote, on note l'arrivée remarquée d'Emmanuel Collard, venu prêter main forte au duo Glenmore-Crubillet au volant d'une Porsche 911 GT3 R dotée du kit 2013. Le Crubillet Sport, managé par Jean-Pierre Malcher, fera tout pour détrôner IMSA Performance Matmut, l'équipe invaincue depuis 2010. Attention cependant à la Ferrari vice-championne en titre, au Ruffi Racing et à tous les autres. Seule certitude, le championnat s'annonce plus ouvert que jamais. Intéressons-nous maintenant à une écurie locale, Escuela Espagnola, des pilotos présentes avec 3 voitures, 2 Mossler et une Ginetta. Fernando Camino, le patron, a débuté en sport automobile en compagnie du génial inventeur français Guy Bertin à l'occasion des 24 heures du Mans 1962. 18 ans plus tard, il fonda sa propre écurie dont le concept est pour le moins singulier. Aujourd'hui, c'est possible de travailler avec des technologies pour que l'évolution des élèves c'est plus rapide, des pilotes, c'est plus rapide, et aussi pour voir les très petites différences entre
des pilotes. Normalement, les teams s'occupent de que la voiture soit la plus rapide, de que les pilotes c'est bien, c'est confortable et pour nous, c'est plus important les pilotes que les voitures. Et la voiture doit être une voiture les moins coûteuse, les voitures moins chères. Et avec ça, on utilise par exemple ici la Mosler, qui c'est dans les grandes catégories, c'est la moins chère. Comme la traduction de son nom l'indique, l'équipe est une école de pilotage dont la particularité est de parfaire l'apprentissage de ses élèves en course. Pour cela, on ne lésine pas sur les moyens, ils sont épaulés par un pilote pro et peuvent s'appuyer sur un dispositif technologique dernier cri, télémétrie, caméra embarquée et même au besoin simulateur. Ben Lucas, ancien pilote de F3 et désormais coach, nous détaille le dispositif et la méthode de travail. Avec les caméras embarquées, on peut étudier les trajectoires et entendre le moment de la reprise des gaz. Elle nous aide sur ces deux points. La télémétrie ne permet pas de savoir si vous êtes ou non sur la bonne trajectoire, mais si vous freinez trop tôt, le dosage de l'accélérateur, le rapport de boîte engagée et la vitesse dans les virages. Ce sont donc deux outils complémentaires. Avec les caméras embarquées, on peut étudier les trajectoires, voir si on peut plus empiéter sur les vibreurs. Avec la télémétrie, on s'intéresse à la vitesse d'entrée en virage et la qualité des freinages. Place à la course avec une pole position réalisée par Sébastien Crubillet à plus de 154 km/h de moyenne. À ses côtés, une autre 911 GT3R, celle du Porsche Lorient Racing. Derrière, la Ferrari GT2 et la Porsche du Ruffi Racing se partagent la deuxième ligne. À signaler, un nouveau point de règlement cette année, les pilotes pro ne qualifient pas la voiture et leur temps de roulage est limité. Pour le départ, on embarque à bord de la Mosler d'Eric Van de Wever qui a troqué sa casquette d'organisateur pour enfiler le casque de pilote de course. Aux avant-postes, la Porsche du Lorient Racing prend l'avantage sur celle du Crubillet Sport au premier virage, tandis que la Carrera Cup de l'équipage Almeras crée la sensation en s'emparant de la 4e place du classement général au beau milieu du peloton des GT3, nettement plus puissante. Une sortie de piste de l'une des deux Mosler de l'équipe Escuela Española des Pilotos, c'est le métier qui rentre. La voiture de sécurité intervient pour permettre au commissaire de dégager la grosse américaine et la ramener à son stand où Fernando Camino est sur le qui-vive. Après une séance de mécanique, elle pourra reprendre la piste. Pas de souci en revanche pour la deuxième Mosler de l'équipe. Francisco Lorena a réussi une belle entame de course sans commettre la moindre erreur. Il peut rentrer au stand avec la satisfaction du devoir accompli en laissant le volant à Ben Lucas. Pendant ce temps, au gré des sorties de la voiture de sécurité, la Ferrari numéro 2 en a profité pour prendre les commandes de la course. Elle emmène dans son sillage les Porsche Lorient Racing et celle du Crubillet Sport. Du côté de chez IMSA, on a décidé de ne pas suivre ce train d'enfer pour ménager les pneus. Et on revient à l'équipe Escuela Española des Pilotos. Ben Lucas, qui était remonté jusqu'en 4e position, va devoir s'arrêter, victime d'un bris de triangle de suspension. Plus aucune chance de faire un bon résultat, mais les mécaniciens pourront réparer et la voiture passera le drapeau à damier, se classant 14e. On poursuit avec les malheureux. Dès le tout début de course, un bris de transmission sur l'Audi R8 LMS numéro 46 avait transformé le rendez-vous catalan en séance d'essai grandeur nature pour l'équipe AB Sport Auto. Patrick Schex venait de réaliser le meilleur temps en course lorsqu'il sortait violemment de la piste. Une grosse frayeur dont heureusement le pilote sortait indemne. Plus haut dans le classement, les GT3R Crubillet IMSA roulent en formation serrée.
Le début de course prudent et les multiples interruptions de course ont permis à la Porsche normande de recoller. Et du côté de chez Crubillé, on a pu constater que les voies larges du kit 2013 dégradent plus les pneumatiques. Il reste un peu moins de 2 heures de course. Jean-Philippe Belloc et Emmanuel Collard vont se retrouver en confrontation directe. Mais ces deux voitures sont précédées par la Ferrari GT2, partie sur une stratégie décalée. Il lui reste en effet encore un changement de pilote à effectuer, un handicap qui va être gommé avec l'arrivée de la pluie et un superbe dernier relais de Jean-Paul Pagny. Victoire finale du trio Pagny-Perrier-Bouvet devant la Porsche IMSA de Gibbon-Belloc-Bourret, tandis que Glenmore, Crubillé-Collard complète le podium. Cette première course de la saison a tenu toutes ses promesses. Une chose est sûre, que ce soit en termes de pilotage ou de stratégie, le niveau est des plus relevés. La saison 2013 s'annonce palpitante et indécise. La 67 et la 56. La 67 et la 56, la piste. Et qui ont vraiment été excellentes. Mettez vos casquettes Michelin, messieurs. C'est un podium fabuleux. Effectivement, vous êtes tous là, nos représentants de Michelin. Et nous allons avoir l'hymne national français. Comment jeter une course de 6 heures attend les 26 équipages du Challenge Endurance Proto avec une hiérarchie difficile à évoluer. Que ce soit Norma, Ligier, Tatuus ou Wolf, chacune de ces marques ne manque pas d'arguments. Les Norma sont invaincus depuis 2009 et espèrent le rester, mais on sait que ce sera difficile. Norbert Santos, le constructeur des Norma, est celui qui a la plus grosse expérience de ces autos-là. Donc il a tout un tas de petites astuces, il sait exactement ce qu'il faut pour avoir une auto fiable et rapide, donc il connaît ça par cœur. On a Tatuus qui est allé un peu plus dans l'esprit monoplace, qui est allé un petit peu plus loin en termes de notions d'aéro, etc. Mais peut-être avec une auto un peu plus difficile à piloter. Ligier qui a de gros moyens, qui a fait une très belle auto également. Et puis la Wolf qui est une auto qui est aussi réussie. Donc Norbert, lui, la Norma, va dans la facilité d'utilisation pour un team, dans la simplicité d'utilisation au niveau du pilotage, qui fait que le pilote a le sentiment de toujours pouvoir un petit peu en rajouter dans l'auto et se sent entre guillemets confortable. Après Norma, on reste dans le clan français avec Ligier. La JS53 l'avait emporté à Dijon en 2012. En alignant le tandem Yann Clairet, Philippe Alliot, l'équipe Springboks Concept vise clairement le titre. L'ancien pilote F1 prend toujours autant de plaisir, se montre toujours aussi rapide et rouler avec une Ligier Martini lui rappelle des souvenirs. En plus d'être une machine de guerre, la Ligier semble également être une machine à remonter le temps. Les Italiens ils sont redoutables dans le sport automobile, on les connaît avec Ferrari. Et là, effectivement, il y a deux constructeurs italiens qui, eux, ont pris l'option d'adapter ce type de prototype, identifié plutôt à une monoplace. Ils ont des monocoptiques, monoplaces carrossées, alors que nous, on est sur une structure plus conventionnelle avec les Norma, les voitures françaises, qui sont vraiment la structure du prototype pur. Ce sont des voitures qui ont beaucoup d'effets de sol, beaucoup d'aérodynamisme. On travaille beaucoup donc l'aéro. C'est très intéressant. C'est vraiment un compromis exceptionnel entre le rapport poids-puissance, des voitures qui vont très vite, à des coûts tout à fait modestes comparé à ce qu'on connaît dans le sport automobile, et ça rend ce championnat vraiment très séduisant. On passe dans le clan italien avec Tatuus, le dernier né de ces engins dont la conception se rapproche plus de la monoplace que du prototype. Suite à la victoire en fin de saison dernière à Estoril, on entend bien confirmer. Pour cela, on n'a pas hésité à faire appel à un ancien pilote de F1 en la personne d'Enrique Bernoldi. Ma relation avec Tatuus remonte à 1996 quand j'ai remporté le championnat d'Europe Formule Renault avec un châssis de leur marque. Depuis, je suis toujours resté en contact avec eux et des liens d'amitié se sont noués. Aujourd'hui, ils ont décidé de se lancer dans ce championnat par l'intermédiaire de l'équipe MSR et ils ont décidé de m'inviter à venir rouler sur cette course.
Je suis vraiment très heureux d'être là car j'adore rouler en Europe, encore plus avec une voiture dotée d'un châssis en carbone. Et en plus, j'aide autant que je peux mes amis à rendre leur voiture le plus efficace possible. On termine ce tour d'horizon avec Wolf et la famille Bellarossa qui a racheté le nom et repris les couleurs de la marque de Walter Wolf. Comme la F1 de 1977, le proto GB08 a remporté la première course à laquelle il a participé, de quoi rendre plutôt confiant. On a sûrement beaucoup à apprendre dans les constructeurs français qui sont leaders, qui l'endurance c'est né ici, et donc on doit seulement apprendre beaucoup de choses. À niveau de performance, franchement, c'est difficile de trouver une voiture plus vite que la Wolf. Le verdict des essais a confirmé que les Normas de Norbert Santos restent plus que jamais la référence de la discipline en trustant les 3 premiers emplacements de la grille de départ. La première Tatus, celle de Bernoldi, est 4e, alors que la plus rapide des Wolf n'est que 9e. Pas d'encombre au premier freinage et d'entrée de jeu, on assiste à un récital du jeune Kevin Ball-Besançon avec la Norma numéro 4 du CD Sport de Claude de Gremont. Il prend l'ascendant sur le poleman et creuse aussitôt l'écart. Un effort rendu inutile par la sortie de la voiture de sécurité. Pire, à la relance de la course, William Cavaillès reprend l'avantage sur Kevin Ball-Besançon. La Wolf n'aura pas l'occasion de confirmer sa victoire acquise au Paul Ricard en 2012, un sur-régime la contraignant à un abandon précoce. Pour gagner, il faut non seulement disposer d'une voiture rapide, mais également avoir une stratégie fine. Si les changements de pilote s'effectuent dans les stands, pour des raisons de sécurité, le ravitaillement en essence se tient dans une zone protégée ne disposant que de 3 pompes. En cas d'embouteillage, on peut y perdre un temps précieux. La communication entre le pilote et son équipe est donc essentielle. Après un début de course favorable au Norma, la Ligier, désormais pilotée par Yann Clairet, va se positionner en tête. À 2 heures de l'arrivée, Philippe Mondolo rend la Norma numéro 40 en 2e position à David Zollinger. Avec 3 titres à leur actif, on les sait redoutables, mais la mission de Zollinger s'annonce délicate puisqu'il doit non seulement revenir sur Clairet, mais également contrôler le retour d'Enrique Bernoldi, lancé à ses trousses. Bernoldi signe le meilleur tour en course, il sera le seul à passer sous la barrière des 1 minute 45 secondes au tour, mais ne parvient pas à revenir sur David Zollinger. À la nuit tombée, Bernoldi a laissé le volant de la Tatus numéro 70. L'un de ses équipiers la pilote. Il évolue à un tour et ne constitue plus une menace pour l'équipe Palmyre et le trio Zollinger, Mondolo, Fargier, victorieux une énième fois. Prochaine confrontation, ce sera au Mugello du 19 au 21 avril prochain. Bravo messieurs. Allez, remettez vos casquettes s'il vous plaît. Remettez vos casquettes. Remettez vos casquettes. Brandissez vos trophées. Photo de Pagnon de Barcelone. Qui a dit que les monoplaces n'avaient plus le droit de citer dans les séries françaises? Le Challenge Monoplace V2V les accueille sur 6 meetings avec 3 voire 4 courses de 20 minutes par week-end. Il est ouvert à toutes les monoplaces dormant dans les garages et aussi aux modèles les plus récents tels que cette Formula Renault 2.0 2013 dont c'était la première sortie en course. À son bord, un certain Christian Grosjean, le papa de Romain, qui le même week-end allait signer une belle 6e place au Grand Prix de F1 de Malaisie. Moins de pression pour Christian, venu là avec un seul but, se faire plaisir, en sachant pertinemment qu'il ne pouvait lutter avec les puissantes Formula Master.
des 3 courses du week-end, on a assisté à une sévère empoignade entre John Philippi sur la monoplace numéro 27 et Florian Revaz sur la 20. Revaz s'est imposé dans la première course et Philippi dans les 2 suivantes. Tous deux disposaient d'une Formule 1 Master, délivrant la bagatelle de 250 chevaux, soit 42 mieux que les formules Renault. Avantage John Philippi à l'issue de ce premier meeting et rendez-vous au Paul Ricard les 31 mai et 1er juin prochains pour la revanche. Autre discipline, la Fugno et son peloton de passionnés dont le coup de volant et la combativité contrastent avec la décontraction qui règne dans les paddocks. Patrice Houillet, patron de l'équipe HMC, nous en dit plus. Convivialité, sympathie, et puis des bonnes bagarres sympas sur le circuit, mais en restant très fair-play. Donc ça, c'est un peu la philosophie du challenge. Pourquoi ça fonctionne comme ça? C'est parce qu'aussi on a des autos d'abord monotypes, tout le monde a la même voiture, donc ça permet de jouer à armes égales. Et puis surtout, on a une auto qui est très fiable. Donc par cette fiabilité, ça nous permet de faire des courses à relativement pas trop cher, avec des budgets corrects. Et puis ça donne la porte ouverte à tout le monde. 22 pilotes au départ de tout niveau, c'est-à-dire du débutant à l'habitué des formules de promotion, à l'image de Nicolas Canard, le champion en titre qui porte le numéro 1. Des dépassements incessants, des petits contacts, l'école de la course en somme.